Chaque année, des hommes et des femmes se volatilisent dans les grands espaces sauvages américains, parfois en une fraction de seconde. Et certains ne sont jamais retrouvés en dépit d'énormes recherches. Mais il y a pire. Des personnes portées disparues sont parfois retrouvées décédées dans des circonstances étranges. Et je vais vous raconter plusieurs de ces histoires effrayantes mais vraies après ceci. Hello, c'est Lionel. Si les disparitions mystérieuses dans la nature aux États-Unis vous fascinent, vous êtes au bon endroit au bon moment parce que je vais vous présenter aujourd'hui plusieurs histoires vraies mais effrayantes. Des affaires récentes mais aussi beaucoup plus anciennes, dont certaines remontent à il y a plus d'un demi-siècle. Je vais tout vous raconter dans quelques instants, mais avant toute chose, je tiens absolument à remercier mon partenaire pour cette vidéo, CyberGhostVPN. CyberGhostVPN est l'un des moyens les plus sûrs de vous protéger contre les hackers et les sites malveillants, et à notre époque ultra connectée, il devient indispensable. Parce que quand vous êtes dans votre café préféré, dans une gare ou un aéroport, vous utilisez en général un Wi-Fi public. Il faut savoir que ce genre de Wi-Fi n'est franchement pas sécurisé, et un VPN vous permet justement de protéger vos infos perso, votre adresse IP est cachée, et vos données sont cryptées. C'est très pratique aussi chez vous si vous êtes en télétravail. CyberGhostVPN sécurise votre navigation et crypte toutes vos données sensibles. Et vous pouvez naviguer librement sur le net l'esprit tranquille. En plus de l'aspect sécurité, CyberGhostVPN est aussi un expert du déblocage de contenu géorestreint. Il s'occupe de tout, des sites web, des vidéos YouTube, et débloque plus de 40 services de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Hulu et plein d'autres. Et en changeant votre localisation en ligne avec CyberGhostVPN vers la Belgique en seulement 3 clics, vous pouvez accéder aux courses moto et automobiles en français et gratuitement depuis les chaînes locales. Côté plateforme, il est disponible sur Apple, Android, Windows, etc. Et avec un seul abonnement, on peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui permet d'en faire profiter ses proches. Plus de 38 millions d'utilisateurs lui font confiance, notamment grâce à sa facilité d'utilisation, et les retours sont très positifs. Il a 5 étoiles rien que sur le site Trustpilot, ce qui en fait l'un des meilleurs VPN du marché. Si vous êtes intéressé par CyberGhostVPN, c'est le moment idéal pour l'essayer parce que je peux vous faire profiter d'une réduction de 83% et 4 mois gratuits, ce qui revient seulement à 2,3 € par mois. Le lien de l'offre est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et ça n'est pas fini. CyberGhostVPN vous offre une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé et un support client français disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors n'attendez plus, profitez-en pour le tester. Avant de plonger dans les histoires, il faut que je vous dise qu'aujourd'hui j'ai caché un truc insolite dans la vidéo, donc si vous arrivez à le repérer, mettez-le en commentaire. Partons aux États-Unis, plus particulièrement au Mont Rainier, un stratovolcan couvert de glaciers situé dans l'état de Washington, au nord-ouest des USA, non loin de Seattle. D'une hauteur de 4392 mètres, c'est le point culminant de la chaîne des cascades et le joyau du parc national qui porte son nom. Et chaque année, le site attire de nombreux randonneurs avides de paysages magnifiques ainsi que des alpinistes. Et c'est le cas d'Eric Lewis. Originaire de Duval, une ville de la grande banlieue de Seattle, Eric Lewis a conservé une forme physique incroyable à 57 ans. Très expérimenté, il a déjà gravi des sommets partout dans le monde et connaît le Mont Rainier mieux que personne. Il a déjà escaladé à 2 reprises. Le 1er juillet 2010 au matin, Eric entreprend une nouvelle fois l'ascension du stratovolcan avec 2 compagnons nommés Don Storm Jr. et Trevor Lane. Et pour escalader le Mont Rainier, ils ont choisi la route de Gibraltar Ledge sur la face sud, une voie difficile réservée aux alpinistes chevronnés. Les 3 hommes qui se sont encordés se mettent donc à grimper la pente et la paroi. L'ascension se déroule sans problème et en fin de matinée, le trio est presque arrivé au sommet. Mais la visibilité est médiocre et des vents puissants balayent la montagne en altitude, ce qui complique la fin de l'ascension. À 150 mètres du sommet, Don Storm, l'alpiniste de tête, le premier de cordée, décide de faire une pause. Et 1 minute plus tard, il est rejoint par Trevor Lane, le deuxième alpiniste. Il ne manque donc que Eric Lewis qui est le dernier de cordée. Storm et Lane attendent Eric, seulement au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'il n'est toujours pas là. Et comme il tarde à les rejoindre, ils se demandent ce qu'il fait. Ils décident donc de vérifier la corde, et là ils se rendent compte que la corde est lâche. Il n'y a plus aucun poids au bout. Inquiet, il la remonte donc en vitesse, et là il constate qu'il n'y a plus rien au bout de la corde. À l'extrémité de la corde, il n'y a plus que le mousqueton. Sans Eric. Pour les 2 alpinistes, c'est l'incompréhension totale. Parce que Trevor Lane a aperçu Eric quelques instants plus tôt, et il n'a rien vu d'anormal, ni rien entendu de bizarre, comme un cri. Et c'est quand même étonnant parce que si Eric Lewis avait eu un problème, s'il avait fait une chute accidentelle, il aurait peut-être hurlé.
Storm et Len inspectent alors les alentours à la recherche de leur ami, cependant ils ne voient rien. Eric n'est nulle part en vue. Se sentant incapables de le chercher seuls, ils prennent la décision de redescendre à Camp Muir, un refuge à environ 3000 mètres d'altitude. Là, ils contactent les Park Rangers, qui sont les employés du National Park Service, ils leur expliquent la situation, et Eric Lewis est porté disparu. Cet après-midi-là, une équipe d'escalade des Rangers monte rapidement en haut du Mont Rainier et se met à fouiller les pentes à la recherche de Lewis. En vain, l'alpiniste a disparu. Le lendemain, le 2 juillet 2010, des moyens supplémentaires sont déployés pour tenter de secourir Eric Lewis. Plus de 40 personnes incluant des rangers, des guides de montagne et des grimpeurs bénévoles vérifient les parois et les glaciers où il aurait pu se réfugier. Des hélicoptères décollent aussi pour essayer de repérer quelque chose depuis le ciel. Au total, les recherches concernant Eric Lewis vont durer 3 jours, en pure perte. Les secours vont juste retrouver son sac à dos à une altitude de 4150 mètres. Un sac qui contient des bouteilles d'eau glacée, son harnais et une pelle à neige. Et une autre découverte potentiellement intéressante va être faite. 60 mètres plus haut, on va trouver une petite grotte. Un endroit abrité où Eric Lewis aurait pu se réfugier après avoir perdu le contact avec ses compagnons. Seulement, cette grotte est vide. L'alpiniste n'est pas à l'intérieur. Aujourd'hui, près de 15 ans après les faits, Eric Lewis n'a toujours pas été retrouvé. Alors, que lui est-il arrivé ? À l'époque, les secours ont spéculé que l'alpiniste aurait pu se détacher volontairement pour une raison inconnue. Mais si c'est le cas, pourquoi aurait-il fait une chose pareille ? Ça n'a pas de sens. Parce qu'à cette période, l'alpiniste était en bonne santé physique et mentale, et le jour de sa disparition, il était de bonne humeur, égal à lui-même. Est-ce que le mal aigu des montagnes, qui est dû au manque d'oxygène en altitude, aurait pu altérer ses facultés de raisonnement ? C'est possible. N'ayant plus tous ses esprits et se sachant affaibli, Eric Lewis se serait alors détaché volontairement de la corde pour ne pas ralentir ses partenaires. Pourquoi pas ? Mais s'il s'est détaché de cette corde, où est-il allé ? Et s'il est tombé, où est son corps ? Ce qui est sûr, c'est qu'on a de bonnes raisons de penser que Eric Lewis est certainement mort d'hypothermie sur le Mont Rainier. Car sans tente ni sac de couchage, ses chances de survie étaient infimes vu les températures glaciales. Ok, mais où est passé son corps ? On ne l'a jamais récupéré. Et même si sa dépouille avait été emprisonnée dans la glace, on sait que les glaciers fondent, qu'ils se déplacent, sans parler du fait que plus de 2 millions de personnes visitent chaque année le parc national du Mont Rainier. Il est donc raisonnable de penser que depuis 15 ans, un alpiniste ou un randonneur serait peut-être tombé un jour sur son squelette. Mais ça n'est jamais arrivé. La disparition d'Eric Lewis est donc un mystère irrésolu et aussi assez effrayant vu les circonstances dans lesquelles elle est survenue. Ceci dit, d'autres personnes ont aussi connu un destin étrange sur le Mont Rainier. Et on peut citer l'exemple troublant de Karen Sykes. Le 18 juin 2014, 4 ans après la disparition d'Eric Lewis, une Américaine de 70 ans nommée Karen Sykes est partie avec un équipier faire une randonnée sur les sentiers du Mont Rainier à environ 1500 mètres d'altitude. À un moment donné, son partenaire a voulu rentrer parce qu'il se sentait fatigué, mais pas Karen. Karen avait alors continué un peu sa balade seule. Et elle avait disparu. Les autorités avaient lancé d'importantes recherches et on avait fini par retrouver le corps sans vie de la randonneuse. Selon toute apparence, la femme avait succombé à une hypothermie. Cette disparition et cette mort ont suscité pas mal d'interrogations parce que Karen Sykes n'était pas une randonneuse débutante et surtout, elle a connu un destin tragique sur des sentiers lors d'une simple balade à faible altitude. Certains n'ont pas compris comment une telle tragédie a pu lui arriver parce que cette femme était physiquement au top. Elle marchait beaucoup et faisait 2 randonnées par semaine. Excessivement prudente, Karen Sykes partait toujours avec assez d'équipement pour passer une nuit en altitude au cas où. Elle emportait toujours avec elle une tente, un sac de couchage et des vivres. Karen Sykes connaissait l'endroit comme sa poche parce qu'elle avait même écrit des guides de randonnée sur le Mont Rainier. Et en guise de conclusion, citons la déclaration de Greg Johnston, un ancien chroniqueur d'un journal de Seattle. Personne n'aurait pu imaginer que Karen Sykes se perde. Surtout sur le Mont Rainier. L'alpinisme étant un sport jugé au risque, on ne s'étonne pas toujours que des alpinistes comme Eric Lewis puissent disparaître. Mais quand ça concerne des skieurs, c'est beaucoup plus inhabituel. Et il est déjà arrivé que des skieurs se volatilisent de manière étrange, comme nous le montre l'affaire suivante. Partons à Bear Valley, une station de ski familiale située à 2164 mètres d'altitude dans le comté d'Alpine, en Californie. Située à mi-chemin entre le lac Tahoe au nord et le parc national de Yosemite au sud,
Bear Valley est un petit village montagnard perdu dans la Sierra Nevada. Avec ses 75 pistes de ski réparties sur un domaine d'environ 700 hectares, la station de Bear Valley est la destination idéale pour les amateurs de ski et de snowboard. Entourée de vastes forêts silencieuses, cette station à taille humaine a si bonne réputation que la famille Wong a décidé d'y passer ses vacances d'hiver en février 1999. Américains d'origine asiatique, Catherine et John Wong vivent à Milpitas, une municipalité située à 260 km au sud de la baie de San Francisco. Femme brune à lunettes de 48 ans, Catherine travaille comme médecin pédiatre à San José, dans la Silicon Valley. Âgé de 52 ans, John est lui dentiste, et le couple a plusieurs enfants. Début 1999, c'est la première fois que la famille Wong réserve un séjour de ski à Bear Valley. On leur a conseillé cette station parce qu'elle est réputée calme, familiale, et elle est surtout moins bondée que les autres en Californie. Le vendredi 19 février 1999, les Wong arrivent donc à Bear Valley dans la matinée. Ils arrivent en compagnie de leurs 2 plus jeunes enfants, notamment leur fille de 9 ans. Après avoir déposé leurs affaires dans le lodge où ils séjournent, ils déjeunent et vers 13h, Catherine et John se préparent pour aller skier tous les deux sur les pistes de Bear Valley. Ils partent seuls parce que leurs enfants préfèrent rester se reposer dans leur chambre. Mesurant 1m62 pour 53 kg, Catherine est une femme plutôt sportive. Elle va régulièrement au sport d'hiver depuis 5 ans et est considérée comme une skieuse de niveau intermédiaire. John, son époux, est quant à lui un bon skieur. Et le couple passe alors un très bon moment sur les pistes de Bear Valley, car en plus il fait un temps idéal. Le ciel est ensoleillé et la neige parfaite. Vers 15h45, ça fait environ 3 heures que les Wong skient, et ils commencent un peu à fatiguer. Ils se disent qu'ils vont revenir à la station pour retrouver leurs enfants, mais avant, c'est plus fort qu'eux, ils ne peuvent pas s'empêcher de vouloir faire une dernière descente. Ils veulent faire une dernière descente juste pour le plaisir. Catherine et John prennent donc une dernière fois les remontées mécaniques qui les emmènent jusqu'au haut de la montagne, à 2580 mètres d'altitude. Et arrivés au sommet, ils s'élancent sur la Mokelumne West Run, une piste de difficulté modérée. Les Wong descendent alors la pente ensemble. Ils ne font pas la course, mais à un moment donné, Catherine prend une voie alternative sur la droite. Une voie qui est censée mener au même endroit que l'autre, en bas de la piste. Et quelques minutes plus tard, John arrive justement en bas. Il atteint la fin de la piste. En général, quand des couples se séparent au cours d'une descente, le premier arrivé au pied de la piste attend l'autre. Et c'est exactement ce que fait John. Il attend sa femme, seulement elle tarde à arriver. John se dit que sa femme prend peut-être son temps, ou qu'elle a peut-être fait une pause, et il patiente. Mais 10 minutes plus tard, elle n'est toujours pas redescendue. Et commençant à être un peu anxieux, il décide de remonter pour aller la chercher. Il emprunte donc à nouveau les remontées mécaniques pour remonter en haut de la piste, qu'il redescend en choisissant cette fois la voie alternative choisie par sa femme. Il redescend la piste en suivant le même parcours que celui pris par sa femme, en regardant autour. Tout en skiant, il scrute à droite et à gauche, à la recherche de son épouse, seulement elle n'est nulle part en vue. Et après l'avoir vainement cherchée pendant une demi-heure, il se résout à aller alerter les autorités de la station. La disparition de Catherine Wong est tout de suite prise au sérieux par les autorités locales. Et les secours partent sur le champ pour inspecter le domaine skiable de Bear Valley. Au sol, des équipes de sauveteurs en ski et en motoneige partent à la recherche de la skieuse. 50 experts en recherche et sauvetage, Search and Rescue, et pas moins de 10 équipes canines viennent leur prêter main forte. Les secours arpentent les pistes jusqu'à une heure avancée de la nuit. Mais ils ne localisent hélas pas la skieuse. Le samedi 20 février 1999, les recherches relatives à Catherine Wong reprennent à la première heure. Elles sont coordonnées par le bureau du shérif du comté d'Alpine qui bénéficie même de l'aide de l'armée. En effet, l'US Navy dépêche sur place un hélicoptère Black Hawk spécialisé dans les missions de sauvetage. Durant la journée, pas moins de 3 hélicoptères vont et viennent dans le ciel, au-dessus de la station de Bear Valley. Cependant, les pilotes ne voient aucune marque suspecte sur le manteau neigeux. Il n'y a aucune trace sortant du domaine skiable de Bear Valley, à l'exception d'empreintes d'animaux. Personne n'est donc a priori sorti de cette zone. Pendant plus de 48 heures, chaque centimètre carré du domaine skiable de Bear Valley est vérifié. Il ne reste plus aucun endroit où regarder, avoue avec impuissance un homme du bureau du shérif. Et en se basant sur les survols aériens, les autorités déclarent être quasi certaines que Catherine Wong n'est pas sortie du périmètre de la station de sport d'hiver. Alors, où peut-elle donc être ? Le lundi 22 février 1999 au matin, les secours sont obligés de stopper les recherches à cause d'une dégradation météo dans les montagnes de la Sierra Nevada. Les températures chutent brutalement et un vent glacial souffle en altitude.
La mère de famille étant portée disparue au cours d'une simple sortie en ski, la police locale ouvre une enquête. Et comme souvent dans ce type d'affaires, on se demande si le Dr Wong n'aurait pas fui volontairement. Seulement, personne n'envisage sérieusement cette option. Car mariés depuis 22 ans, les Wong étaient décrits comme très unis. Et Catherine semblait heureuse dans sa vie. Il paraît donc impensable qu'elle ait pu fuir avec un autre homme. Tous les membres de la famille vont néanmoins être interrogés par les enquêteurs. Et même s'il n'est pas considéré comme un suspect, John Wong, le mari de Catherine, va lui-même demander à être soumis au polygraphe, surnommé abusivement détecteur de mensonges. Et il passera le test avec succès. Selon toute apparence, M. Wong n'a rien à voir avec la disparition de son épouse. Les hommes du shérif vont mener de nombreuses investigations dans la station de ski et ils vont notamment interroger les employés. Ils vont notamment questionner les opérateurs de remontée mécanique et personne ne se souvient avoir vu Catherine. En tout cas, même si Bear Valley est une destination très sûre, les enquêteurs n'excluent pas quand même la piste criminelle. Et compétent en cas d'enlèvement, le FBI est également de la partie. Les fédéraux viennent sur place pour analyser toutes les images de vidéosurveillance enregistrées dans la station le jour de la disparition de Catherine Wong. Mais ils ne relèvent aucune anomalie particulière. Et en l'absence d'indices probants, le FBI se retire de l'enquête. Pour Matt Strake, un adjoint du shérif qui a vraiment travaillé sur le dossier, n'avoir trouvé aucun signe de la Dr Wong dans le secteur est très inhabituel. Surtout que les recherches ont démarré très rapidement après sa disparition. Et la skieuse a fait l'objet d'une énorme opération de search and rescue et très bien organisée. On ne comprend donc pas pourquoi ça n'a rien donné. En ce qui concerne ses collègues, ils sont beaucoup plus fatalistes. Et ça peut se comprendre parce que les drames de montagne ne sont pas rares en hiver dans la Sierra Nevada. Et ça c'est vrai aussi ailleurs dans le monde, on sait que la montagne tue. Mais dans cette région de Californie, les skieurs perdent la vie en général dans des avalanches. Ce qui n'a visiblement pas été le cas de Catherine Wong. Par la suite, les mois filent sans avancer dans l'enquête. Et personne ne sait ce qui est arrivé à la skieuse. Mais au début du printemps 1999, la neige va fondre sur les sommets de Californie et un début de réponse va enfin arriver. Le 9 juin 1999, des fragments d'os et des cheveux humains sont découverts complètement par hasard dans un canyon très boisé à environ 800 mètres à l'extérieur du domaine skiable de Bear Valley. Les hommes du shérif du comté d'Alpine se déploient sur place et font vite le lien avec la disparition de la skieuse 3 mois et demi plus tôt. Et grâce à l'ADN, 3 fragments d'os vont être formellement identifiés comme appartenant à Catherine Wong. Même si rien n'indique a priori qu'un crime ait eu lieu, les enquêteurs gèlent l'asset de découverte du corps et ils ratissent le périmètre. Et ils vont ramasser énormément des effets personnels de la skieuse. Carte bancaire, permis de conduire, bijoux, papiers. Ils vont trouver aussi ses vêtements, parkas, pantalons, chaussures de ski, et tous ces objets sont éparpillés sur une surface grande comme 2 pâtés de maison. Vu le peu de restes humains retrouvés, le médecin légiste n'est pas en mesure de déterminer la cause de la mort de la skieuse. Les hommes du shérif présument quant à eux que le 19 février 1999, Catherine Wong se serait perdue d'une manière ou d'une autre avant de succomber à une hypothermie. Ses restes et ses affaires personnelles auraient été par la suite dispersés par les animaux charognards. Voilà pourquoi on les a retrouvés complètement éparpillés. Mais la présence de Catherine Wong dans ce secteur aussi éloigné de la station interpelle quand même les enquêteurs. Ils ont du mal à comprendre comment la skieuse a pu sortir du domaine skiable de Bear Valley sans s'en apercevoir. Parce que les pistes de Bear Valley sont clairement balisées et il est pour ainsi dire impossible de se perdre. De plus, le canyon où ont été collectés les restes de la Californienne s'avère inaccessible en hiver, sauf pour les skieurs experts. Et quand bien même Catherine Wong se serait égarée le 19 février 1999, elle n'avait pas le niveau requis pour atteindre l'endroit où on l'a retrouvée. Bien que la disparition et la mort de Catherine Wong aient été classées accidentelles, elles comportent donc des zones d'ombre sur lesquelles il faut revenir. Commençons par les circonstances de sa disparition, qui sont déjà assez bizarres. Car la skieuse était connue pour être très prudente, elle ne pratiquait jamais le ski hors piste. De plus, elle a disparu alors qu'elle descendait une piste plutôt ordinaire, la Mokolumne West Run, qui est classée piste facile. C'est l'équivalent d'une piste bleue en France. Et ultra fréquentée, cette piste est parfaitement délimitée. Partant de brouillard, il est concevable, c'est vrai, qu'un skieur puisse sortir d'une piste sans s'en rendre compte. Mais il faut quand même rappeler que le jour de la disparition de Catherine Wong, il faisait un temps merveilleux à Bear Valley. Le ciel était bleu et la visibilité excellente. Par conséquent, on ne comprend pas comment Catherine se serait égarée sans s'en apercevoir. Et ça n'est pas terminé.
Bien qu'isolé, l'endroit où on a retrouvé les restes de la skieuse n'était distant que de 400 mètres d'un groupe de maisons. Elle était donc tout près de lieux d'habitation. Tout ça n'est donc pas très clair, mais il y a d'autres zones d'ombre. L'inspecteur Steve Pangelinan de la police de Milpitas a déclaré à l'époque dans un journal que la zone de la découverte des restes de Madame Wong avait été survolée par des hélicoptères. Le périmètre avait même été vérifié visuellement par des chercheurs au sol. Sachant qu'il n'a pas neigé dans la région pendant 2 jours, comment se fait-il qu'on n'ait pas vu Catherine ou au moins les marques laissées par ses skis dans la neige? Vous ne pouvez pas les louper. De plus, au moment des recherches, les secours jugeaient hautement improbable que la skieuse se soit aventurée dans ce secteur qui était très difficile à atteindre. Ils considéraient quasiment impossible qu'elle ait pu arriver accidentellement là. Alors, pourquoi et comment s'est-elle retrouvée dans ce secteur? Autre élément qui pose question, la cause de la mort inconnue. En raison de l'impossibilité de faire une autopsie vu qu'on a retrouvé seulement quelques ossements, on ignore de quoi Catherine Wong est réellement morte. Le bureau du shérif du comté d'Alpine a théorisé qu'elle serait décédée d'hypothermie, qui est la solution de facilité parce qu'elle est improuvable, ou bien des suites d'une attaque par un ours. Le petit problème, c'est que la skieuse a disparu en hiver, et on sait qu'en hiver, les ours hibernent. Ils font dodo, quoi, et d'ailleurs, ça serait bien si nous aussi, les humains, on pouvait, durant ces mois d'hiver, se reposer. Sans parler du fait que les attaques d'ours de plantigrade sont extrêmement rares. Les statistiques sont claires, nettes et précises. Les 750 000 ours noirs d'Amérique du Nord tuent en moyenne moins d'une personne par an. Et si Catherine Wong avait été attaquée par un ours, on aurait forcément vu des traces de sang dans la neige, des traces de sang qui se détachent énormément sur un fond blanc. On peut difficilement les louper. Même si le dossier Catherine Wong a été classé en mort naturelle, le doute reste permis pour l'adjoint du shérif Matt Strake. Je pense qu'avec le temps, il deviendra de plus en plus évident qu'il ne s'agissait pas d'un accident de ski. Mais je n'en ai aucune preuve. Déclaré Strake en 2009. Aujourd'hui, on peut dire que cette affaire est tombée dans l'oubli médiatique aux États-Unis. Et cet adjoint du shérif est désormais sûrement à la retraite. Mais même si on est maintenant plus de 25 ans après les faits, elle revient sûrement rôder de temps en temps dans son esprit. Comme vous l'avez compris, cette disparition de skieuse a laissé beaucoup de questions sans réponse. Et signalons que presque 20 ans plus tard, la station de ski de Bear Valley a été le théâtre d'une autre disparition mystérieuse de skieurs qui a tenu en haleine les médias. Le 14 mars 2018, un Américain de 65 ans nommé Tom Mularkey, un électricien habitant la région de San Francisco, a disparu sur le domaine skiable de Bear Valley. Décrit comme un skieur expérimenté, Mularkey était parti skier seul. Et quand il n'est pas rentré, son épouse a alerté les secours. Sa disparition a donné lieu à des recherches intensives, mais compliquées par la météo difficile. Les hélicoptères sont restés cloués au sol à cause d'importantes chutes de neige. Incapables de le localiser, les autorités ont alors émis un avis de recherche concernant le skieur. Et les médias ont beaucoup couvert l'affaire. 2 mois ont passé sans qu'on sache ce qui est arrivé à Mularkey. Sa famille est restée dans l'incertitude la plus totale jusqu'au 14 mai 2018. Ce jour-là, le corps du skieur a été retrouvé sous une plaque de neige au pied d'une falaise rocheuse, près d'une piste de ski nommée Groovy Gully. Apparemment, Tom Mularkey est tombé d'un affleurement rocheux assez important, d'environ 25 mètres, et atterri dans la neige en contrebas. Une autopsie a été pratiquée et a révélé que la cause du décès était une décompensation cardiovasculaire, essentiellement un arrêt cardiaque. Néanmoins, on ne sait pas si Mularkey a chuté avant ou après sa crise cardiaque. Sa famille pense qu'il a eu cette crise cardiaque en skiant dans la neige poudreuse, qu'il a alors perdu le contrôle et est tombé de la falaise. Et il était peut-être déjà mort quand il a atterri dans la neige. Car quand les crises cardiaques surviennent en montagne, elles surviennent beaucoup plus rapidement et violemment à cause de l'altitude. Dans l'affaire Tom Mularkey, qui a vraiment été beaucoup couvert par les médias californiens à l'époque, il est clair que la disparition et le décès du skieur sont clairement d'origine accidentelle. Mais l'affaire dont nous allons parler maintenant est sans doute la disparition de skieurs la plus mystérieuse qui soit. Si vous êtes toujours là à regarder la vidéo, vous avez bien fait parce que c'est vrai que cette affaire est assez incroyable. Et cette histoire est survenue il y a très longtemps, il y a plus de 75 ans. Je vais maintenant vous présenter la disparition d'un homme nommé Jim Carter. Cette histoire vraie s'est déroulée en mai 1950 dans l'état de Washington, à l'extrême nord-ouest des USA. Plus précisément au mont St. Helens, dans le comté de Skamania, à 154 km au sud de Seattle. Culminant à presque 3000 mètres d'altitude, le mont St. Helens est un stratovolcan actif de la chaîne montagneuse des Cascades.
le mont St. Helens deviendra tristement célèbre 30 ans plus tard pour son éruption catastrophique du 18 mai 1980, la pire éruption de l'histoire des États-Unis. Comparable à 27 000 bombes atomiques d'Hiroshima, l'énergie dégagée par l'explosion du mont St. Helens fut telle qu'elle fit passer l'altitude du volcan de 2950 à 2549 mètres, et cette catastrophe a fait près de 60 victimes. En ce beau dimanche de mai 1950, Jim Carter est loin de se douter du drame qui va survenir sur le mont St. Helens 3 décennies plus tard. Originaire de la ville de Seattle, Jim est un ancien champion de ski doublé d'un alpiniste chevronné. Et c'est la raison de sa présence ce jour-là sur le mont St. Helens. Il fait partie d'un groupe de 20 grimpeurs qui escaladent le stratovolcan encore couvert de neige à cette période de l'année. Après avoir atteint le sommet, les membres de l'équipe chaussent leurs skis et amorcent leur descente. Quelques minutes plus tard, le groupe fait une pause à hauteur d'un endroit nommé Dog's Head, un pinacle rocheux situé en altitude sur le flanc est de la montagne. Et tandis qu'il se relaxe, Jim Carter fait une proposition à ses équipiers. Il faut savoir que Jim est passionné de photographie, il emporte toujours avec lui son appareil lorsqu'il sort en montagne, et là il propose à ses partenaires de les prendre en photo juste avant qu'il atteigne la limite des arbres, environ 1000 mètres plus bas. En fait, Jim veut juste faire une belle photo souvenir de cette sortie, et il dit à ses partenaires qu'il va partir seul devant eux, et il leur demande d'attendre un peu avant de redescendre, le temps qu'ils soient postés au bon endroit pour prendre une photo. Les autres sont d'accord, et ils laissent donc partir Jim seul, ils le laissent partir en ski, seul devant eux. Quelques instants après que Jim les ait quittés, le groupe de skieurs recommence aussi à descendre la pente. Et comme convenu avec Jim, ils s'arrêtent à hauteur de la limite des arbres, à environ 1300 mètres d'altitude. Là, ils s'attendent à voir le champion de ski, comme c'était convenu, seulement il n'est pas là. Les membres du groupe se mettent donc à appeler Jim par son prénom, ils se mettent ensuite à explorer les environs, sans succès. Jim Carter est introuvable. Il s'est comme évaporé. Ne réussissant pas à le localiser, les skieurs redescendent alors en vitesse dans la vallée afin de prévenir les secours qui lancent dans l'après-midi une opération de recherche sur le mont St. Helens. L'équipe de sauvetage en montagne de Seattle, qui est considérée comme la meilleure de la région, vient également apporter son aide. Les sauveteurs très expérimentés fouillent activement les pans du mont St. Helens jusqu'à la tombée de la nuit. Malheureusement, ils ne trouvent pas la moindre trace de Jim. Le lendemain, les recherches démarrent dès l'aube, seulement Jim reste toujours introuvable. Mais les secours vont quand même faire des trouvailles intéressantes. Ils vont ramasser un carton de pellicule photo dans la neige, à proximité de la limite des arbres. Et ils vont se dire que c'était certainement à cet endroit que Jim s'était posté pour prendre ses photos. Et les sauveteurs ne sont pas au bout de leur surprise, parce qu'en regardant attentivement autour d'eux, ils vont repérer également des traces de ski. Des traces de ski qui partent de l'endroit où était a priori posté Jim et qui redescendent le long de la pente. Et en les examinant, les secours sont interloqués parce que ces marques suggèrent que Jim s'est lancé dans une course complètement folle. Une course défiant la mort. En effet, Jim a foncé à toute allure vers la base du volcan et il a même sauté par-dessus plusieurs crevasses béantes. Il a visiblement pris des risques énormes. Skieur de haut niveau, Jim Carter a réalisé une prouesse incroyable. Et tout indique qu'il a terminé sa descente en sautant d'une falaise à Ape Canyon, le long de l'épaule est du mont St. Helens. Et si l'on en croit les traces de ski qu'il a laissées dans la neige, tout laisse à penser que Jim Carter a fait un saut dans le vide dont personne ne serait sorti vivant. Très pessimiste quant aux chances de survie du champion de ski, les sauveteurs concentrent leurs recherches à Ape Canyon, une gorge rocheuse aux pentes abruptes qui s'enfonce dans la forêt nationale de Gifford Pinchot. Pendant 5 jours, 75 hommes passent le fond du canyon escarpé au peigne fin. Mais ils ne trouvent pas le corps de Jim Carter, ni un seul objet lui appartenant. Autant le dire tout de suite, la disparition du champion de ski n'a jamais été résolue. Et sa disparition a laissé beaucoup de questions en suspens. On s'est toujours demandé pour quelles raisons il était parti précipitamment, sans attendre ses équipiers. Pourquoi aussi il s'est lancé dans cette course complètement dingue? C'est comme s'il avait été pris par un brusque coup de folie. Et le mystère numéro 1 dans cette affaire, c'est de savoir où est passé Jim Carter, vu qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Alpiniste aguerri, Bob Lee connaît la montagne mieux que quiconque, puisqu'il a été le leader d'une expédition américaine dans l'Himalaya en 1961. En tant que membre actif du Seattle Mountain Rescue, donc l'équipe de sauvetage en montagne de Seattle, Bob a participé à l'opération de recherche concernant Jim Carter en 1950. Et il a fait à ce sujet une déclaration particulièrement troublante dans l'Oregon Journal. D'après Bob, Jim Carter a pris des risques qu'aucun skieur de ce calibre n'aurait pris à moins qu'il n'était poursuivi. Et si Jim Carter a été poursuivi ce jour-là,
La grande question reste de savoir par qui ou par quoi. Dans ce dossier, il est vraiment anormal de ne pas avoir retrouvé Jim Carter pour deux raisons. Premièrement, on sait exactement dans quelle direction il est parti quand il a disparu. Là, on n'est pas dans le cas de figure qui est assez problématique et assez courant, dans lequel on ne sait pas où est partie la personne disparue. On sait vers où Jim Carter est parti. Et c'est un jeu d'enfant de pister un skieur. Il suffit juste de suivre les marques laissées par ses skis dans la neige. Il n'est vraiment pas normal qu'on n'ait pas retrouvé Jim Carter parce que, deuxièmement, quand quelqu'un tombe du haut d'une falaise, la logique voudrait qu'on le retrouve à sa base. Il est difficile de lutter contre les lois de la gravité, or 75 hommes ont fouillé Ape Canyon de fond en comble durant 5 jours et ils n'ont rien trouvé. La disparition de Jim Carter en 1950 sort donc vraiment de l'ordinaire et elle cache peut-être encore plus de mystère qu'il n'y paraît. Effectivement, Bob Lee, donc l'un des sauveteurs du Seattle Mountain Rescue, a déclaré que la recherche de Jim Carter avait été la plus étrange à laquelle il eut l'occasion de participer. Et l'homme a déclaré que quand il était séparé de ses autres partenaires, des autres sauveteurs, lors des recherches à Ape Canyon, il avait l'impression d'être surveillé. Ce témoignage est intéressant parce que, de l'avis de beaucoup de monde, Ape Canyon, l'endroit où a disparu Jim Carter, n'est pas un endroit comme les autres. Ape Canyon signifie en anglais « le canyon du singe », et il semblerait qu'il ne doive pas son nom au hasard. Effectivement, Ape Canyon a été en 1924 le théâtre d'un incident relayé dans la presse locale. À cette époque, un groupe de mineurs originaires du village de Kelso, à une 50aine de kilomètres du mont St. Helens, vivait dans une cabane à Ape Canyon. Et une nuit de juillet 1924, ces mineurs auraient été agressés dans leur cabane par des assaillants invisibles. Les occupants de la cabane auraient été bombardés toute la nuit par des pierres-ponces lancées depuis les hauteurs du canyon, et on aurait même tenté de pénétrer par effraction dans leur refuge. Et terrorisés, les mineurs auraient fini par quitter les lieux en vitesse. Et deux de ces mineurs, nommés Fred Beck et Roy Smith, auraient raconté leur nuit d'horreur aux employés du Forest Service. Ce récit a d'ailleurs été rapporté dans un article du journal The Oregonian en date du 16 juillet 1924. L'article que vous voyez sous vos yeux. Pour appuyer leur témoignage, les mineurs ont montré aux journalistes les dégâts occasionnés par leurs assaillants sur les murs de leur cabane. Et là où ce fait divers bascule dans l'étrange, c'est que selon les témoins, leur cabane aurait été prise d'assaut par les diables de la montagne. Des créatures moitié hommes, moitié gorilles qui vivraient sur les hauteurs. Sachant cela, il faut se poser la question de savoir si Jim Carter n'aurait pas eu affaire à un diable de la montagne en mai 1950. Bien qu'intéressant, il faut quand même reconnaître que ce scénario ne relève que de la pure conjecture. Parce que même si le fameux Bigfoot aurait été vu à maintes reprises dans l'état de Washington depuis des siècles, l'existence des diables de la montagne, comme on les surnomme, n'a jamais été prouvée de manière irréfutable. De plus, l'explication pourrait être en réalité beaucoup plus rationnelle. En 1950, les 5 mineurs qui auraient été attaqués dans leur cabane auraient pu être la cible d'un simple canular. Parce qu'à l'époque, des randonnées étaient organisées à Ape Canyon pour des jeunes qui séjournaient dans un camp de vacances de la région. Et lors de cette nuit de juillet 1924, des adolescents auraient pu alors s'amuser à jeter des pierres-ponces sur la cabane des mineurs, tout en poussant des cris de singe. Ils leur auraient juste fait une blague, histoire d'en rire après entre eux. Mais dans cette histoire, il est toutefois difficile de démêler le vrai du faux, parce que Fred Beck, l'un des 5 mineurs, a certifié avoir tiré sur l'une de ces bêtes non identifiées. Et aucun jeune n'a été blessé, d'après ce qu'on en sait. Alors que penser de la disparition mystérieuse de Jim Carter ? Je vous laisse vous forger votre propre opinion. Mais la seule chose sûre, c'est que Jim Carter n'a jamais été retrouvé, et aujourd'hui encore, le mystère de sa disparition reste complet. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez vos propres théories sur ces affaires, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires sous cette vidéo, parce que c'est souvent intéressant de vous lire. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez passé un bon moment, je vous remercie aussi évidemment de mettre un pouce en l'air. Un grand merci aussi à celles et à ceux qui partageront cette vidéo sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Je sais que certains d'entre vous le font et vraiment c'est très appréciable. Je vous en remercie parce que c'est un moyen de faire connaître ce travail à d'autres spectateurs. Et si ça n'est pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. C'est très important d'activer la cloche parce que comme je vous l'ai déjà dit, désormais les vidéos sortiront parfois le dimanche, parfois le mercredi. Alors attention, je tiens à être très clair, il n'y aura pas 2 vidéos par semaine, non, par contre il y aura des vidéos un peu plus souvent. À l'heure actuelle, je sors une vidéo tous les 15 jours, donc là par moment, il y aura seulement un délai non pas de 15 jours, mais de 10 jours.
Parfois la vidéo sortira le dimanche, parfois le mercredi, avec un délai de 10 jours entre eux. Donc très concrètement avec ce système, ça va me permettre de sortir parfois 3 vidéos par mois au lieu de 2. Donc vu le changement par moment, 2 jours de sortie, ça sera plus que jamais important d'activer la cloche pour vraiment ne louper aucune vidéo quand elle sort, quoi. Pour terminer, je tiens aussi évidemment à dire un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé ces vidéos. Et si vous êtes à la recherche d'un excellent service VPN à un prix incroyable, cliquez dans le lien dans la description et obtenez une confidentialité numérique complète pour seulement 2,03 € par mois. Ah, j'oubliais avant de vous quitter, si vous avez trouvé le truc insolite dans la vidéo, n'oubliez pas de le mettre en commentaire. Si vous ne savez pas quoi regarder maintenant, d'autres vidéos vont vous être proposées dans quelques secondes. Dans les médias, je vous laisse, je vous dis à bientôt sur la chaîne, et en attendant, ne disparaissez pas. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me.